Hello à toi! Avant de te lancer dans cette session de formation, je t'informe que ce webinaire a été divisé en une série de 4 épisodes. De ce fait, si tu n'as pas encore visionné la première partie qui pose les bases du SEO, du SEA et du référencement Google AdGrants, je te laisse le lien de la vidéo dans la description. Tu découvriras quelles sont leurs différences, leurs avantages et inconvénients, et dans quel cas faire du SEO ou du SEA peut être pertinent. Je te laisse également en description les épisodes 3 et 4 pour t'aider à définir ta stratégie de mots-clés et pour créer une landing page optimisée. Cela étant dit, je te souhaite un bon visionnage. Et voilà, donc là, on a fait la première partie, enfin les premières parties en lien avec les différents canaux, le potentiel du référencement aussi. Maintenant, on va passer au côté un petit peu plus pratique, hein, technico-pratique, parce qu'avant même finalement de se lancer dans une stratégie de référencement, il y a plusieurs étapes ou durant votre stratégie qu'il faut prendre en considération. Et la première étant de construire ses personas. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un persona? Un persona, ça va être une représentation semi-fictionnelle de votre utilisateur idéal, construite à partir de données réelles et enrichie par des hypothèses. Alors pourquoi c'est important de créer des personas? Parce que ça permet de mieux comprendre vos audiences, leurs besoins, leurs motivations, les freins aussi, et de pouvoir créer du contenu, que ce soit contenu en SEO et des annonces, qui répondent exactement à leurs attentes, hein. Donc, quel est l'objectif derrière une requête et comment je peux répondre exactement à cette recherche-là. Ça va vous permettre par la suite de pouvoir optimiser vos campagnes publicitaires et votre stratégie SEO. Et on a souvent tendance à penser qu'on n'a qu'un type d'audience, hein. Et pourtant, eh bien là, si on prend l'exemple d'une fondation spécialisée dans la mise à disposition de logements intergénérationnels, on pourrait penser que finalement, on va peut-être avoir une partie senior et une partie un peu plus jeune, comme type d'audience. On pourrait se dire, on a 2 audiences là, on a Jean, le senior retraité, puis on pourrait avoir Marie, l'étudiante. Mais en fait, non. Déjà, on peut voir qu'il y a plein de types de personas ici. Donc on a Jean, senior retraité, 60 ans. Alors il n'est pas en perte totale d'autonomie, Jean, mais il vit seul dans son logement et il se sent seul. Donc, il souhaiterait avoir de la compagnie et il recherche des solutions d'habitat partagé. Et à côté de ça, on a Philippe, c'est le fils de Jean. Il est digital nomade de 35 ans. Il habite à l'étranger, hein, mais il recherche aussi des solutions logement pour aider son papa. Et il a besoin d'être rassuré et il souhaite que son père soit accompagné de A à Z car il n'est pas à côté. Ensuite, on a Marie, étudiante, 17 ans. Elle vit à Lille et elle va faire ses études à Paris. Et elle souhaite trouver un logement à prix abordable car elle a un petit budget. Donc, elle est ouverte à la colocation. Elle connaît peut-être pas forcément le logement intergénérationnel, mais elle est ouverte. Puis on a Sophie, la maman de Marie, 55 ans. Et elle aide aussi Marie dans ses recherches de logement. Elle a aussi besoin d'être rassurée, hein. Elle peut se déplacer pour être sûre que Marie sera bien lotie avec des personnes de confiance. À côté de ça, on a Mathieu, propriétaire, 40 ans. Il souhaite mettre son logement à disposition et être sûr du sérieux des futurs locataires. Donc, il souhaite être épaulé par une structure qui sélectionnera les profils les plus sérieux. Donc, lui, il souhaite faire louer son logement, voilà, pourquoi pas à travers notre petite fondation de logement intergénérationnel ici. Et puis on a Janine. Janine, elle a 65 ans, elle est engagée pour des causes associatives et elle est donatrice régulière. En plus, elle dispose d'une maison de famille qu'elle souhaite mettre à disposition d'une bonne cause. Donc, elle recherche des organisations de confiance à qui faire un leg. Donc, il faut aussi qu'elle ait de l'info ici, Janine, hein. Autre type voilà, d'audience. Elle se pose peut-être d'autres questions. Ce n'est pas le même contenu qu'on va proposer à Janine, qu'on va proposer à Marie ou à Sophie, là, ou Mathieu, le propriétaire, hein. Et on peut avoir même d'autres référents, d'autres associations d'aide aux seniors qui peuvent venir recommander notre petite fondation spécialisée dans la mise à dispo d'habitat intergénérationnel ou pourquoi pas des produits du secteur médico-social aussi, qui peuvent avoir une petite listing ici et des bons plans, voilà, d'autres fondations, d'autres structures pour aider les seniors. Donc il y a vraiment, comme on peut le voir, on n'a pas juste un persona unique, ou 2 types ou 3 types. Il faut vraiment aller creuser, en fonction de votre activité, votre organisation et pour arriver un petit peu à ça. Donc maintenant, comment on fait pour créer un persona pertinent et utile?
Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est définir une identité, donc un nom fictif, un âge, le genre, la localisation, la situation et expérience professionnelle ou sociale, les compétences et connaissances, la personnalité, est-ce qu'on est sur une personne engagée, motivée, organisée ou stressée? Quels sont ses objectifs pro et ou perso? Donc par exemple, qu'espère-t-il ou elle accomplir avec votre projet? Donc là, dans l'exemple précédent, ça pourrait être un objectif. Moi, je veux trouver un logement en colocation, proche des commerces, des gares, avec des personnes de confiance. Pour, par exemple, Marie. Quelles sont les motivations? Pourquoi on s'intéresse à votre projet? Par exemple, je veux trouver un logement en colocation car c'est plus abordable que louer seul. Ou autre exemple, je souhaite être en colocation pour me sentir moins seule et partager des moments conviviaux avec des colocataires dynamiques. Donc, c'est quoi ici la motivation? Qu'est-ce qui se cache derrière ce persona? On va définir des freins et des objections, parce que on se demande quels obstacles pourraient l'empêcher d'interagir avec vous. Par exemple, pour Jean, notre petit senior, il pourrait se dire: «Oh, je redoute l'idée de vivre avec des jeunes parce que j'ai peur qu'ils soient trop bruyants». Ou pour Marie, ça pourrait être: «Bah, je souhaite pas trop vivre avec une personne senior parce que j'ai peur de devoir m'occuper d'elle». Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de fournir de l'information pour rassurer et lever les objections. Par exemple, pour Jean, qui a peur de vivre avec des jeunes, par peur, qu'ils soient bruyants, on pourrait dire: «Bon, eh ben, nos logements, c'est pour 2 personnes, un senior, un jeune. On a, un règlement de bonne conduite et une ligne d'écoute avec votre référent dispo 7 jours sur 7 en cas de problème», par exemple. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir, lever des freins et des objections. Une section FAQ, ça pourrait être pas mal aussi, ou des avis. Quels sont les canaux préférés? Alors, où ils trouvent les informations? Est-ce que c'est de la recherche Google? Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce que c'est par le biais d'une brochure? Là aussi, vous posez cette question, ça va vous permettre d'adapter votre contenu et vos différents canaux. Donc, comme ça, vous pourrez par exemple mettre à disposition des guides téléchargeables, une vidéo témoignage, un article. Et on peut inclure aussi une petite citation type, donc en une phrase représentative des besoins. Par exemple, je souhaite faire un leg ou un don à une organisation de confiance pour participer à une bonne cause. Et là, ce qui va pouvoir rassurer sur votre page, ça va être inclure des avis, des témoignages, peut-être une certification, un label, don en confiance ou un rapport d'impact. Voilà, donc identifier ces choses-là, ça va vous permettre d'aligner votre contenu. Alors, comment créer des personas basés sur des données réelles maintenant? On peut se servir de sources en interne, hein, que ce soit des statistiques issues de Google Analytics, de la Search Console, de vos campagnes SEA, ou si vous avez déjà des données dans votre CRM. Voilà, ça peut être voilà, de très bonnes sources sur lesquelles se baser. Vous pouvez aussi envisager les entretiens ou les questionnaires pour interroger vos bénéficiaires ou vos donateurs. Un exemple de question, bah, quelles sont vos attentes en lien avec notre projet? Vous pouvez analyser, les réseaux sociaux, donc quels sont les profils qui interagissent le plus finalement sur vos publications? Et puis ne pas oublier la recherche concurrentielle, hein, pour, observer aussi les stratégies des organisations similaires. Quel public cible-t-elle? Quels mots-clés utilise-t-elle? Quelles ressources, donne-t-elle? Donc on peut poser quelques questions là, par exemple. Quels sont à votre audience, hein, quels sont vos besoins principaux? Quels obstacles ou difficultés rencontrez-vous? Quelles solutions vous semblent les plus efficaces? Et en plus de cela, si vous n'avez pas encore beaucoup de données, ou même si vous en avez, je vous conseille de vous servir aussi de ChatGPT ou Claude ou Gemini, l'IA de votre choix, parce que ça peut aussi vous aider à, déceler des choses auxquelles vous n'auriez même pas du tout pensé. Donc n'hésitez pas aussi, ça peut être très utile. Alors après ça, du coup, on intègre effectivement les personas dans notre stratégie SEO, SEA. Comme on l'a dit, c'est utile pour identifier les termes qu'ils recherchent sur Google et pouvoir les inclure dans votre stratégie de mots-clés. Vous allez pouvoir adapter et créer des pages au contenu qui répondent exactement à leurs besoins. Parce qu'on l'a vu, Janine qui veut faire un leg, et puis Jean qui est notre senior qui recherche une coloc, c'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes éléments de réassurance qu'ils vont avoir besoin aussi, hein. Donc, ça va vous permettre, cet exercice-là, d'adapter les messages qui résonnent avec leur motivation et vous permettre de lever les freins et objections qui entravent le passage à l'action.
Donc, s'assurer que vos mots-clés et landing page répondent aux problématiques identifiées chez vos personas vous permettra de drainer des visites qualitatives, une audience engagée, un meilleur classement de vos pages dans les moteurs de recherche et un meilleur potentiel de conversion, donc de prise de contact, de dons, etc. Alors, quelques pièges courants lors de la création de personas, c'est d'inclure trop de détails inutiles. Essayez de vous concentrer simplement sur les informations actionnables et qui vous apportent une plus-value. Si c'est basé uniquement sur des hypothèses, c'est voilà, c'est moyen aussi. Essayez de vous appuyer sur des données réelles si vous en avez. La création d'un persona unique pour tout, on l'a vu, c'est pas l'idéal. On a plusieurs types de personas, plusieurs types d'audiences. Et ensuite, si vous ne les mettez pas à jour aussi, vos audiences, elles évoluent, donc vos personas, elles doivent faire de même. Voilà quelques pièges à éviter. En termes d'outils pour faire vos personas, on va avoir différentes, stratégies en fonction de ce qui résonne le plus, hein, pour vous. Par exemple, ça peut être un simple petit tableau comme ça, très simple, ou alors un Google Sheets, ou alors s'il y en a qui apprécient plus, les exemples comme ça, type mind mapping, pardon, bah, vous allez pouvoir utiliser par exemple Xmind. Alors je pense qu'il y en a d'autres, mais Xmind, il y a des versions gratuites et payantes, des offres gratuites et payantes là-dedans et ça permet aussi, voilà, de faire une autre, visualisation plus type mind mapping et on l'a vu ChatGPT ou Gemini, Claude, d'autres types d'intelligence artificielle qui peuvent aussi vous aider.